Alors, en ce qui concerne l'occupation, il est bien évident que les grandes gares étaient très surveillées. Des agents des chemins de fer allemands, d'ailleurs, de la Reichsbahn, étaient présents dans toutes les grandes gares. Donc il était très difficile de faire quelque chose qui n'aurait pas été dans le sens loyal, sans se faire découvrir. Ce qui n'empêchait pas qu'à l'intérieur, il y ait quand même des agents du réseau Résistance Fer qui étaient là et qui essayaient de monter des actes de sabotage, notamment, disons, au plus on avançait vers les années 43, 44 surtout. Alors là, après le débarquement, il est évident que là, il y avait de plus en plus de résistance qui étaient là, des locomotives sabotées qui ne pouvaient pas partir, des trains qui ne pouvaient pas être remorqués, des voies qui sautaient. On était obligé de faire un détour terrible. Les Allemands avaient peur parce qu'ils risquaient de se faire attaquer, passer dans des contrées où c'était des forêts, voilà, des bords de rivières, tout ça. C'était quand même des moments très difficiles. On a eu un bilan des bombardements par rapport aux voies ferrées. Comment ça s'est passé pour estimer les dégâts octroyés, entre autres, de ces bombardements, entre autres? Est-ce qu'on en a souffert beaucoup en France? En France, on en a énormément souffert. Énormément de dépôts ont été démolis, inutilisables. Des gares par centaines, il a fallu reconstruire, notamment celles qui se trouvaient en Normandie, où elles ont toutes été détruites. Le réseau ferré a beaucoup souffert, puisqu'il y avait très peu de voies qui étaient exploitables lorsque la guerre a terminé. Il faut dire et souligner le travail remarquable des cheminots de l'époque qui jusqu'en 1947 ont essayé de remettre ce réseau avec un acharnement terrible de point de vue travail, de ce que ça a coûté, mais ils y sont quand même arrivés. En ce qui concerne l'ensemble des locomotives et des wagons, le parc a énormément souffert, puisque sur les 16 000 locomotives qu'il y avait en 1939, on en retrouvait à peine la moitié, mais dont cette moitié avait plus de 25 ou 30 ans d'âge. Voilà, donc il fallait... Le parc, comme l'avait prévu le général de Gaulle, le parc ferroviaire français a beaucoup souffert. Et ce qu'il fallait, c'est des locomotives neuves, puissantes, qui arrivent sur le sol français pour redresser la situation économique du pays. Ça a été le rôle de la 141R que nous avons vu tout à l'heure. Et avec la fée électricité, d'autres trains sont arrivés. Alors après, bien entendu, les constructeurs ont présenté, puisque c'était l'électricité qui devait être d'ailleurs attaquée en 1939. Mais la guerre arrivant, on n'a pas pu mettre ce moyen de locomotion bien en ordre. La déportation des Juifs par les Allemands de la France en Allemagne, est-ce qu'on peut évoquer cette période un peu délicate, M. Schuz? Oui, elle a eu lieu. C'était... J'ai pas idée, la chanson de Ferrat, ils étaient des milliers, ils étaient 2100 dans ces camions plombés, comme des bêtes, ils étaient embarqués dans ces wagonnets, entre autres. C'est une période difficile de l'humanité, ça. Oui, c'est exact. C'était... Comment on peut aborder un peu ce thème? Eh bien, la déportation... Elle a existé, c'est vrai. On a voulu, à un moment donné, et même essayer, je dis bien essayer, de faire reconnaître la responsabilité de la SNCF pour cette déportation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SNCF a été une entreprise publique réquisitionnée en temps de guerre. C'est-à-dire que les autorités d'occupation avaient tout pouvoir.
le pouvoir de commander des trains, le pouvoir de les faire circuler, tous les pouvoirs. Donc, il était très difficile, parce qu'une réquisition en temps de guerre n'a rien à voir avec une réquisition en temps de paix. Autrement dit, presque solennellement, l'ensemble des cheminots étaient soumis à un serment, même s'ils l'ont pas prêté devant, étaient soumis à un serment. Et d'ailleurs, il y a une directive de la SNCF qui indique bien aux cheminots la marche à suivre entre les relations d'occupants et d'occupés. Voilà. En ce qui concerne la mise en place des wagons, on peut dire, mais vous savez, à cette époque-là, la WVD mettait en place le système de prendre dans certaines villes, dans certaines régions, et de concentrer, que ce soit des juifs, des apatrides, des tziganes, enfin tout ce qui est parti dans les camps de concentration, de les parquer. Bon, cette autorité allemande commandait les trains. Bien. Ces trains, il n'était pas possible pour un chef de dépôt de vous dire « moi, je ne vous donne pas les wagons » ou tout ça. Vous savez que vous terminiez directement au poteau d'exécution. Voilà. Donc, il se servait, bon, il prenait les wagons et tout, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cheminots français n'avaient pas le droit de s'approcher de ces wagons, de regarder ce qui se passait et tout. C'était l'ensemble de la WVD et surtout de la SS, avec quelques militaires allemands, bien sûr, pour les seconder, qui s'occupaient de ces convois. Derrière moi, vous voyez un wagon qu'on appelle bifoudre. Alors ce wagon bifoudre, deux grandes foudres d'un côté et de l'autre, d'une contenance de 10 000 litres chacun, servait à transporter le vin. Voilà. On les voyait beaucoup, surtout dans les régions viticoles de la France, que ce soit du nord, du sud, mais beaucoup dans le sud aussi. Et ils avaient une gare d'attache, Bordeaux, Béziers, Sète, vous voyez, tous les grands crus, les crus aussi de Champagne, les crus de la Côte d'Or, voilà. Alors ce wagon, qui date de 1910, et qu'on le voit ici, il était du réseau du Midi, qui était un réseau du sud-ouest, et ils ont circulé quand même pas mal de temps, sauf qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'ils étaient très vulnérables. Je m'explique, c'est que des petits malins qui arrivaient, malheureusement, dans les triages, avec une vrille, et on commençait à faire un petit trou, pour piquer le vin, qu'on remplaçait par de l'eau. Ah. Alors, comment fermer le trou? Ben, c'est simple. On mettait soit un bouchon en liège, soit du bois qu'on mastiquait par-dessus. Et puis voilà, le tour était joué. Alors, bien entendu, quand ça arrivait, bien on s'en est pas aperçu au début, mais ensuite après on s'est bien aperçu que tiens, il y avait de l'eau dans le vin, la teneur n'était pas la même. Voilà. Alors sous un petit peu les récriminations des destinataires de vin, eh bien ça a amené que ces wagons ont petit à petit disparu et ont été remplacés par des wagons citernes. Quelle année grosso modo? Alors la disparition de ces wagons, je vais vous dire, ils ont dû circuler dans les années 50 encore, oui, ils circulaient encore un peu, quoi. Mais après ils ont complètement mis sur la voie ferrée, c'est-à-dire que sur l'ensemble des voies ferrées qu'il y a à l'heure actuelle, il est très difficile de pouvoir les comparer à ce que les étaient, parce qu'elles ont perdu beaucoup de leur efficacité, déjà. Ensuite, il y a eu énormément de voies ferrées qui ont été supprimées, on peut dire à tort, à raison. C'est vrai que si l'enjeu économique a prévalu,
On a un petit peu oublié le service public voyageurs pour certaines régions, dont les gens se trouvent maintenant dans l'obligation soit de prendre un car ou une voiture pour se déplacer. Voilà. Ça, c'est bon, un peu regrettable. Mais vu les voitures qu'il y a, c'est vrai que peut-être ça... Peut-être le plan de communication pour montrer peut-être le côté un peu intéressant de prendre les transports en commun, pourrait-il relancer un peu le réseau, un peu entre guillemets ferroviaire pour les voyageurs? Oui, il y a quand même des gares qui peuvent être exploitées, disons, à titre voyageur complètement, et il y a quelques réouvertures des lignes. Pour donner qu'un simple exemple ici, à Saint-Martin-de-Crau, une gare qui était arrêtée depuis 1938, eh bien, elle a reprise il y a quelques années. Voilà, le train s'y arrête à nouveau. Donc, ce qui fait que cette ville qui a énormément évolué du point de vue population, eh bien, a été très intéressée par l'arrêt du train, ce qui a permis aux enfants d'aller au lycée, au collège à Arles, qui est pas loin, mais au moins de pouvoir se déplacer, plutôt que de faire sans arrêt des allées et venues sur la route. Ici, comme vous l'avez pu le constater, un ancien atelier qu'on a appelé atelier-musée, dont on a créé depuis 1983 une association pour la préservation et l'animation ferroviaire. Un atelier qui se trouve à Miramas, ville qui est née du rail, et dont l'ensemble des membres sont ici pour la pérennité du train, de l'ensemble de ce que j'appellerais aussi les objets, qui ont été tous des serviteurs du rail. Et nous, ce qu'on voudrait faire reconnaître surtout, c'est aux jeunes qui ne connaissent aujourd'hui uniquement que le TGV, la formidable épopée qu'a été le chemin de fer. Malheureusement, cet atelier risque de fermer dans quelques mois, enlevant toute possibilité de pouvoir transmettre aux anciens qui l'ont connu, mais surtout aux jeunes, ce qu'était le chemin de fer d'autrefois. Voilà. On regrette beaucoup que la SNCF, ou Réseau ferré de France, ne puisse pas nous laisser dans ses locaux. Alors on a quand même une espérance de pouvoir essayer de renaître autre part, dans un cadre qui sera peut-être pas bien le même, mais dont on retrouvera quand même toutes les beautés de ce chemin de fer que nous avons tous aimé et regretté qu'il disparaisse. Alors, cette lampe jaune que l'on voit au fond, c'est maintenant la lampisterie européenne, si on peut appeler comme cela, c'est-à-dire que tous les trains, voyageurs, marchandises, ont ce type de lampe. Voilà. Ça marche par cellule photoélectrique, c'est-à-dire que lorsque le jour arrive, la lampe s'éteint, lorsque le jour diminue, la lampe s'allume. Voilà. Et au niveau européen, eh bien, vous retrouverez dans tous les pays de l'Europe ce système de lampe. C'est quelle année, grosso modo, l'apparition de cette lampe photo-vue? Cette lampe doit avoir à peu près une quinzaine d'années. Ah, elle est très moderne. Oui, elle est très moderne. Oui, Monsieur Chooz, on en revient un peu à la fée électricité. L'électricité est apparue en France, grosso modo, en quelle année? Et les machines électriques, elles sont apparues en quelle année, grosso modo, en France? Alors, la fée électricité, eh bien, on la retrouve lors de l'exposition universelle en 1889, où on commence à exploiter un petit peu l'électricité. Alors, l'ensemble des locomotives électriques du réseau ferré français, parce qu'il y avait des locomotives électriques déjà en Suisse. Ici, c'était beaucoup plus compliqué d'exploiter des locomotives électriques par le fait que ce qu'il fallait, c'est qu'il y ait quand même une puissance électrique assez importante, puisqu'ici, on a le 1500 continu. Mais il y a un réseau, c'est le réseau du Midi,
qui, lors de la construction des barrages dans le Massif central, a fait réfléchir les ingénieurs de ce réseau ferré, et ils ont pensé, avec les barrages, puisque de l'électricité va être produite, on pourrait essayer de faire une ligne électrifiée, pourquoi pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu un réseau électrifié sur le réseau du Midi, qui allait jusque dans les Landes, et qui a circulé avec des trains qui étaient tirés par traction électrique. Voilà. Donc là, vous verrez une locomotive qui s'appelle BB Midi. BB parce que ça veut dire deux bogies. Voilà. Une bougie à l'avant, une bougie à l'arrière, 2 fois B. Et ces locomotives, elles ont circulé même jusque tard après la guerre de 1945. Elles ont été détrônées par les fameuses 141R parce que ces locomotives qui tournaient à l'électricité, bon, la vitesse n'était pas quand même très grande, et puis c'était des locomotives de 79 tonnes, assez lourdes, et pour traîner des trains, il y avait pas mal de problèmes. Voilà. Mais il faut savoir que ça a quand même circulé depuis cette époque-là. Et c'est après qu'on a pensé, lors de la création de la SNCF, d'électrifier ce réseau, dont l'arrivée de la Deuxième Guerre a tout coupé, que ce soit les recherches, les crédits et tout. Et on a repris ça après la guerre, dans les années 50. D'accord. 7h11, qu'est-ce qui se passe, monsieur Chouze? Non, 7h11, non, quelle heure est-il? Alors là, il est 7h11, c'est ça. Alors, quelle est l'histoire de cette horloge? Alors, l'histoire de cette horloge, c'est une horloge typique. Cette horloge qui était fabriquée par les établissements Paul Garnier de Paris, elles étaient dans toutes les gares de France, c'était les mêmes horloges. Voilà. À peu près tous les 1 mois et demi, un représentant de Paul Garnier venait, ouvrait l'horloge, la nettoyait, ou la remettait à l'heure, si c'était le cas, et donnait un certificat de visite, voilà, pour dire, bon, mais ça va, elle est très bien et tout. Et ce type d'horloge, on le retrouvait dans toutes les gares, quels que soient les réseaux. C'était toujours le même. Voilà. Il faut savoir que ça, c'était l'horloge qui était sur le quai, et vous aviez le pendant à l'intérieur, tel qu'on peut le voir là-bas dans le bureau du chef de gare. Voilà. Ce qui fait que les chefs de gare savaient que l'horloge qu'ils regardaient reflétait la même heure que celle qui était sur le quai. Voilà. Alors maintenant, bon, ce sont des horloges électriques, fabriquées par Atto, par d'autres constructeurs. Voilà. Mais il faut savoir que toutes ces horloges étaient quand même en bronze, pur, et étaient très costauds. Et le marché est impeccable. D'accord. Impeccable. Alors derrière nous, on voit un wagon un petit peu spécial, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pourtant, il ressemble à tout autre wagon de marchandises et tout. Mais c'est un wagon de la KPEV. Alors qu'est-ce que c'était la KPEV? La KPEV était les chemins de fer de Prusse. K pour König, qui veut dire empereur. Voilà. Donc c'est un wagon qui a été fabriqué pendant la Première Guerre mondiale, qui appartenait au chemin de fer prussien, et qui s'est retrouvé en 1918, eh bien, pris par le réseau de l'Est, le réseau des chemins de fer de l'Est, et qui est devenu français. Ce wagon est resté chez nous jusqu'en juin 1940, où il a repris le chemin de la Reichsbahn. Il s'est retrouvé à Le Mans, encore, jusqu'en 1945, jusqu'à ce qu'on le retrouve encore sur le réseau français. Il voyage. Voilà, c'est un wagon qui a beaucoup voyagé. Alors certains vont dire, oui, c'était un wagon un peu typiquement qui malheureusement a servi à la déportation, mais
c'était très difficile. Comme je vous l'ai dit, ces convois étaient tenus secrets et on ne savait pas les rares numéros qu'on voit sur les photos prises par les services allemands. On voit un numéro comme ça au hasard, mais l'ensemble de ces convois n'était pas, disons, n'était pas vu de tout le monde. Voilà. C'est assez émotionnel. C'est très émotionnel, c'est vrai. Et c'est encore plus émotionnel lorsqu'on voit ce type de wagon devant je crois que c'est les Tuileries des Milles, me semble. Je ne sais pas. Oui, enfin, là, c'était le camp. C'est ce qu'on appelait les wagons plombés, dans une chanson de Ferrat. Oui, ces wagons, bon, certains étaient plombés, d'autres ne l'étaient pas. De toute façon, c'était très difficile à l'intérieur de pouvoir ouvrir ça, c'était impossible. C'était impossible. Effectivement, ça fait partie d'une histoire de l'humanité qui est dramatique et tragique. Absolument, oui. Effectivement. Je pense que ça vaut la peine de faire en tant que devoir de mémoire, de le remémorer, de dire effectivement, objet inanimé, vous avez un message à nous transmettre parce que vous avez existé et en vous voyant dans un présent, même si à travers un musée, ça fait travailler aussi une réflexion pour des êtres humains au présent. Bien sûr. Pourquoi ça arrivait? Est-ce qu'on veut que ça n'arrive plus? Qu'est-ce qu'on aurait à faire pour que ça n'arrive plus? Est-ce qu'on veut que le laisser en l'état? C'est un questionnement aussi philosophique qu'on peut se poser aussi bien nous en tant que personne de l'humanité ou en personne d'une nationalité par rapport à un devoir de mémoire, mais aussi par rapport à un ancrage dans le carpe diem, dans le présent. Oui, absolument. Absolument. Je crois que c'est ce qu'on fait ressortir lors des visites que l'on pouvait faire par les jeunes générations, leur rappeler toujours quand même que dans ce type de wagon, bon, il y a eu malheureusement ces déportations, voilà. Effectivement. Ouais. C'est ça, c'est pour leur attirer un peu l'attention, un devoir de mémoire aussi, que nous avons conservé ce type de wagon. Mais encore une fois, a-t-il bien joué ce rôle? Ça, nous ne le savons pas. Alors aujourd'hui, Monsieur Schuz, nous sommes à Miramas, au musée ferroviaire de Miramas. Nous sommes le 7/4/2013, me semble-t-il, et vous nous avez invités chez vous, et on tient à vous en remercier beaucoup à Témoignages et Patrimoine. Et puis, on va essayer de vous souhaiter aussi une bonne continuation, et aussi pouvoir trouver un côté un peu heureux pour pouvoir transférer, pourquoi pas, ce musée, ou alors le conserver dans l'état. Il y a encore espoir. L'espoir ici, il est très faible. Il est très faible puisque lors de la dernière visite d'un représentant de la direction de la SNCF, nous ont fait savoir que ce n'était pas pour l'immédiat, mais enfin quand on parle de l'immédiat, ce n'était pas dans les 2 ou 3 mois à venir, mais qu'il fallait bien songer quand même à déménager parce que ce bâtiment est voué à la démolition. Est-ce qu'il a un problème spécial? Est-ce qu'il peut porter préjudice à des êtres humains éventuellement? Est-ce qu'il est dangereux? Oui, il peut être dangereux par le fait, la toiture qui n'est plus étanche, qui risque d'entraîner des pierres, un effritement, disons, un effritement de la toiture qui peut être plus ou moins important. Et qui peut se restaurer de toute façon. Alors, il peut se restaurer, oui, mais la SNCF ne l'a pas souhaité. Voilà, donc, ici, c'est un bâtiment qui leur appartient et c'est eux qui ont toute la capacité de décider. D'accord.